à toutes les familles de France, parents et grands-parents. Venez tous. Un président qui d'abord respecte les Français. Il doit aussi être proche du peuple, être capable de le comprendre. Les opposants au mariage pour tous sont nombreux, c'est incontestable, mais ils sont une minorité. C'est si formidable de vous voir aujourd'hui si nombreux. Parce que j'ai voulu croire au président de la concertation. J'ai cru au débat. C'est une nouvelle solidarité que nous sommes en train d'inventer ensemble. C'est un élan historique. Aujourd'hui, la manif pour tous dépasse tous ces clivages. La manif pour tous dépasse les origines culturelles, dépasse les orientations sexuelles, parce que la manif pour tous, c'est vous. Lâche rien! Alors faites du bruit! Aux homosexuels se sentent aujourd'hui blessés par notre démarche, n'ont pas à l'être car nous les aimons. Un enfant doit pouvoir naître d'un homme et d'une femme et la loi doit respecter cela. Les homosexuels osent maintenant se lever et dire contre cette communauté militante qui nous imposait le silence qu'ils s'opposent à ce projet de loi. La gauche, la droite, les homos, les hétéros, tous ensemble, ouais. Nous rendre la liberté de conscience, y compris pour nos élus socialistes.
I could guard in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, ended from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh, baby, let me go. Plus c'est gros et visiblement, moins ça se voit. Les 24 photos diffusées par la préfecture de police au lendemain de la manifestation du 24 mars ont donc été retouchées. Pas toutes certes, mais une bonne partie d'entre elles. Surtout celle de l'avenue de la Grande Armée, là où il y avait le plus de monde. Le premier à avoir émis un doute sérieux sur ces clichés, c'est cet homme, un blogueur qui travaille pour une PME et qui a manifesté le 24 mars. Faisant un peu de photos moi-même et étant assez passionné,
J'ai trouvé étrange que les photos proposées étaient d'une si mauvaise qualité. Enfin, le film proposé, les photos du film proposé de si mauvaise qualité. Et donc j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était derrière. Et derrière, beaucoup de flou, des images de très mauvaise qualité censées offrir la preuve d'un comptage réaliste. Voici l'hélicoptère qui a filmé les manifestants. Sur son patin droit, la caméra HD capable de lire une plaque d'immatriculation à 1000 mètres. Cette caméra, la voilà. Que s'est-il donc passé au retour de la mission de surveillance? Hypothèse avancée. La préfecture a d'abord dégradé le film dans son ensemble en le mettant dans une définition extrêmement faible et d'ailleurs dans un format inconnu. Le format n'était pas connu, c'est lequel? Format de mémoire, c'est 750 par 504. Vous pouvez chercher partout, il n'y a pas une caméra vidéo qui fournit un film de cette définition-là. Et donc, sur un film, enfin sur des images, donc un film de très mauvaise qualité, il est beaucoup plus facile de camoufler une retouche ou une falsification d'image que sur des images très haute définition qui, elles, laisseront apparaître tous les défauts de retouche s'il y en a. Le résultat est sans appel. À vouloir trop gommer, on supprime des détails qui apparemment n'ont pas échappé à l'apprenti détective. D'abord, on voit toujours la même bouillie sur les côtés de la Grande Armée, donc les contre-allées ici et ici qui sont bordées encore une fois de 2 rangées d'arbres de chaque côté. Mais là, ils ont dû aller un petit peu vite parce qu'on se rend compte que le passage piéton qui est ici et ici, si ici on peut considérer qu'il est un petit peu caché par des arbres, ici il devrait être parfaitement présent, d'ailleurs on le voit, on le devine ici, sauf qu'il est complètement dégradé en termes de qualité, on ne distingue plus les lignes les unes des autres. Étape du recomptage, les images aériennes. Au lendemain de la manifestation, il y a bien eu une conférence de presse. Aucune question sur l'étonnante qualité des images. C'est une centaine de mètres où il n'y a absolument aucun manifestant. Là, c'est le premier mensonge. Il y a des endroits, parfois dans certaines centaines de mètres, où il n'y a absolument aucun manifestant. Car à cet endroit, en réalité, il y a une rangée d'arbres sans feuillage, transformée en patinoire, emportant sans doute avec elle quelques manifestants. Deuxième curiosité, la différence de qualité entre des images pourtant issues d'un même film. J'avais moi-même fait une petite étude entre Neuilly et Grande Armée et j'avais détecté que les images de Neuilly n'étaient probablement pas retouchées du tout puisque, encore une fois, fin de cortège. Et à Neuilly, on distingue très bien les marquages au sol, les voitures garées, les silhouettes des gens qui défilent. On prend maintenant la même image de l'avenue de la Grande Armée faite par la même caméra vidéo. On constate que la même image est beaucoup plus pixelisée ici que ici. Et pourquoi? Parce que cette image ayant été manipulée, encore une fois, des passages piétons qui disparaissent, les arbres qui sont raboutés les uns aux autres pour faire croire qu'il n'y a personne, font que cette image devient illisible et de bien plus mauvaise qualité que celle de Neuilly Grande Armée. Nous avons voulu nous procurer la vidéo d'origine à partir de laquelle ont été extraites ces photos. Apparemment, aucune difficulté. La réalité est un peu différente. Deux possibilités. Soit vous nous envoyez une demande par mail. D'accord. Auquel on répondra. Mais le souci, c'est qu'on est en mesure de vous adresser que des photos en basse définition. Nous sommes toujours en attente du retour de la DRPP, du directeur de cabinet. On n'a toujours rien, hein. C'est toujours au cabinet du préfet. C'était notre 5e appel en 10 jours. En attendant de découvrir la vidéo originale, nous avons envoyé les photos de la préfecture à 4 labos étrangers. 2 Belges, un Anglais et un aux États-Unis. 3 sur 4 sont catégoriques. Ces photos ont parfois été grossièrement retouchées. Le dernier labo ne peut se prononcer tant la qualité des images est mauvaise. Il apparaît alors très clairement des zones estompées, voire même comme diluées. À la vue de ces éléments, nous pouvons conclure que cette photo n'est pas naturelle, mais a été retouchée. Restait à obtenir une confirmation irréfutable. Nous avons pu faire analyser ces clichés dans un des rares labos qui possède le logiciel de référence capable de trier le vrai du faux. 19, mais la 19 c'est un PNG, toi, donc ils sont pas fous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas fous. Je vais l'exporter moi-même je vais créer, mais normalement... Ça veut dire quoi, ils sont pas fous? 19 c'est un PNG. Pourquoi ils l'auraient fait? Parce que 98% des photos c'est du JPEG. Et tout le monde sait très bien, enfin dans les milieux autorisés, on va dire que le JPEG est une source de renseignement. Donc en exportant en PNG ou autre, c'est un peu plus délicat. Mais là, je vais juste essayer. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des photos qui ont été traitées de façon différente. Oui, là, ça, je peux effectivement confirmer qu'il y a des photos toutes les photos n'ont pas eu le même
Le même traitement. Je ne suis pas fabricant de caméras, mais j'imagine que si je fais une interface, j'aurai normalement la même hauteur entre tous mes curseurs, auront la même hauteur sur les rails. Donc là, on peut voir que le curseur qui était visiblement trafiqué en haut n'est pas le même que le curseur du bas. Hein, puis la barre non plus n'est pas la même. Donc visiblement, cette barre-là a été rajoutée. Ici. Et dans quel but? Ah ben c'est qu'on a enlevé quelque chose. En tout cas, c'est pas un fichier qui sort directement de la caméra. Ça, c'est certain. Deuxième chose, on peut regarder que le N ici qui subit la même dégradation visiblement, quant à lui, son détourage il est propre. On va l'agrandir au maximum. Voilà. Voici une preuve flagrante de détourage. Cette lettre ne peut être enlevée du fichier source. On constate qu'elle est entourée de 4 pixels d'une certaine qualité. Mais tout autour et d'une façon uniforme, l'image montre une qualité d'un niveau nettement inférieur. On aurait conservé le N, avec visiblement l'échantillonnage qui est en dessous, mais ces parties ici, 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 ne sont pas les mêmes que là. Donc visiblement là, on a quand même des parties qui sont très fortement dégradées, voire gommées. Alors là, c'est intéressant. Là, visiblement, bon, on a 3 zones qui ont été traitées, qui correspondent à ici, ici et ici. Ça, là, je crois qu'on a affaire à un petit truc sympa. Là, j'analyse la structure de construction. La structure de construction, on va dire, pour résumer, la structure, la grille des pixels. On voit très bien que là, même si ça n'a rien à voir avec la teinte ou la couleur, là, il n'y a plus de structure, là, ici. Il n'y en a plus là, et il n'y en a plus là. Et là, on voit que ça correspond quand même, comme par hasard, des espèces de taches qui sont par là, quoi. Quand tu dis waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que visiblement on aurait utilisé un outil du type fluidité pour moirer ou pour, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté des choses, mais on n'a pas gommé des choses, mais on les a rendues, on les a tellement mélangées qu'ils apparaissent plus. Ça a été ce qu'on appelle fortement débruité là. Ça, c'est les zones de débruitage qui correspondent à nos petites tâches là. À la bouillie, quoi. La bouillie, voilà. Donc ça, c'est clair que c'est pas une photo qui sort directement de l'image. C'est clair que c'est pas une photo qui sort directement d'une capture d'écran de caméra, de lecture de flux de caméra. C'est quelque chose qui est passé entre les deux dans des outils. Ça, c'est là, oui. Alors ça, c'est la signature capteur. Donc en gros, hein, c'est la signature capteur. Ça nous permet de dire, en toute logique, lorsqu'on fait une image est faite avec le même capteur. Ça veut dire que la caméra, elle capte, elle saisit tout son truc, elle fait son analyse, elle nous voit une image. Bon. Donc, ça veut dire que le même capteur donne le même signal. Sa signature est la même sur toute l'image. On est d'accord? Donc, quand je fais une analyse, là, j'ai pris la partie ici, au-dessus des bâtiments, j'ai une signature capteur comme ça. Lorsqu'on lui demande on va dire, de la rationaliser par ce qu'on appelle une convolution, on a encore ce signal qui est donc classique, une étoile avec ses points et autres, et on va l'avoir, voilà, la signature elle est là, donc on a ce spectre-là, donc c'est une chose. Normalement, je devrais le retrouver ailleurs dans l'image. Maintenant, je vais aller chercher vite fait une petite, analyser la partie donc sur laquelle on travaille, dans le sens où on trouve qui a été débruité et autres. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que j'ai un signal qui est complètement différent. Donc ça veut dire que cette partie-là ne vient pas du capteur. Il y a d'autres choses qui ont été faites après. Le signal n'est pas la même chose. Là encore une fois, ça nous permet je dirais de confirmer que c'est clair que ce n'est pas une photo qui sort directement de la caméra. C'est une photo qui est passée par une post-prod et auquel on s'est amusé à visiblement, effectivement, ou enlever ou rajouter. En tout cas, c'est pas un original. C'est pas un original du tout. Ici, la question du nombre s'efface devant une autre, celle du pourquoi. Pourquoi ces petits bidouillages qui peuvent s'apparenter à une manipulation?
rapporteur. Oui, chacun aura compris. Donc il s'agit de traiter de l'exercice de l'autorité parentale dans le cas d'une adoption simple de l'enfant du conjoint. Aujourd'hui, le principe, c'est que l'adoptant a l'autorité parentale concurremment au conjoint qui en exerce seul l'exercice. Et si les deux veulent un exercice commun, ils doivent faire une démarche en s'adressant au greffier en chef du tribunal de grande instance. L'idée, c'est de renverser la logique. Il n'y a rien de choquant à cela. Il n'y a rien de choquant à cela. Qui rendrait comme principe l'exercice conjoint, l'exercice en commun d'autorité parentale, et par exception, par intervention auprès du juge, l'exercice de l'autorité parentale exclusif et délégué au conjoint resterait. C'est un peu compliqué. On va se la refaire. L'idée est de renverser la logique actuelle. Le principe, parce que M. Sancy dit quelque chose de... J'ai été assez sensible au souci de M. Sancy de vouloir obliger une démarche. Mais la démarche, c'est l'adoption simple. La démarche, c'est l'adoption simple. Il n'y a pas plus forte démarche pour pouvoir exercer, ou en tout cas vouloir faire 4 heures du matin. Allez. Bref, la démarche devant le juge va changer dans la mesure où il y a un exercice de l'autorité parentale qui va être désormais commun et par exception, lorsque les parents le demanderont de manière explicite, elle sera dans la situation commune aujourd'hui, c'est-à-dire le père... Bon, écoutez, c'est simple, pourtant... En tout cas, la commission a donné un avis défavorable à votre souhait de supprimer cet amendement. Voilà. Pascal, la parole est à Monsieur Bruno Nestor Azero. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, j'ai soutenu jusqu'à maintenant tous les projets et engagements de la gauche. Mais il y a aujourd'hui une profonde confusion qui m'interpelle. La liberté de conscience et de vote qui existe au sein de mon groupe parlementaire, le GDR, me permet d'exprimer une voix qui est celle d'un homme libre d'outre-mer, et j'en remercie mes collègues du groupe dont les avis sont divers et très partagés sur ce texte. Outre-mer, en revanche, la quasi-totalité de notre population est opposée à ce projet qui bouscule toutes les coutumes, toutes les valeurs sur lesquelles reposent nos sociétés ultramarines. Cette voix doit être entendue et comprise, et nous devons exprimer cette opinion à notre électorat qui ne comprend pas ce qui se passe ici et maintenant. Le risque est en effet grand d'un profond désenchantement vis-à-vis de la politique du gouvernement, voire d'une cassure morale irrémédiable. Car ce texte ne donne pas une liberté supplémentaire, il fragilise le délicat édifice sur lequel se sont construites nos sociétés antillaises et guyanaises après l'abolition de l'esclavage. Il y a même, à mon sens, risque de rupture de pacte républicain qui nous lie depuis 2 siècles à la France. Cette question du mariage homosexuel appelle en effet de ma part des réflexions de fond. Il est nécessaire de distinguer la question de l'homosexualité et celle du mariage gay. Et la confondre, comme l'ont fait certains orateurs, n'est pas honnête. L'homosexualité est une pratique qui relève de la sphère privée. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte et appelle des droits et une protection de vie privée pour ceux qui pratiquent. Le mariage gay et l'adoption pour les couples homosexuels relèvent, eux, de la sphère publique en ce qu'ils bouleversent la norme en vigueur en établissant une nouvelle norme en matière de famille, de filiation et de transmission patrimoniale.
Sur ce chemin-là, précisément, nous ne pouvons pas suivre. Peut-on parler en effet de progrès et de nouvelles libertés? À l'origine, en établissant le mariage comme institution, la société a donné un cadre juridique à une donnée naturelle, l'union d'un homme et d'une femme en vue de procréation d'un enfant. Peut-il en être de même avec le mariage gay? À l'évidence, non. Certes, aujourd'hui, le mariage est plus un mariage sentiment que mariage procréation, comme il l'était autrefois. L'enfant n'est plus la finalité du mariage et des personnes hors du mariage peuvent au contraire avoir envie d'enfants ou des couples stériles. La question qui se pose est donc de savoir plutôt si le sentiment doit devenir le sens nouveau et unique du mariage, ouvert à tous les hommes et les femmes, fussent-ils hétérosexuels ou homosexuels. Doit-on révolutionner ainsi le mariage en France et en Outre-mer au risque de perdre nos valeurs fondamentales? Allons-nous vers cette société où l'individualisme hédoniste remplacera nos vieilles doctrines personnalistes et socialistes fondées sur la solidarité, la liberté, l'égalité? La famille, pivot de notre société depuis les Constituants et la Révolution française, depuis l'émancipation de 1848, va-t-elle exploser au sens littéral du terme? Notre responsabilité est grande devant l'histoire. Moi, homme issu d'un peuple opprimé, réduit à l'esclavage, où le système social était un système qui refusait à un homme et à une femme de pouvoir avoir un enfant et de se marier légitimement, où le mariage était interdit et fut une conquête de la liberté, j'affirme le droit à l'égalité dans la différence et non dans le même, le semblable, l'unique. Car enfin, au nom de l'égalité, du refus des discriminations, peut-on établir une équivalence entre tous les couples? Je crois au contraire que l'on ne peut mettre fondamentalement sur le même plan hétérosexualité et homosexualité. Un homme et une femme, ce n'est pas pareil que deux hommes ou deux femmes ensemble. Établir une équivalence, une nouvelle égalité, une nouvelle norme, c'est nier la réalité. C'est rétablir une oppression en confondant genre, sexe et pratique. C'est un dictat de la pensée contre l'humanité vitale et les droits de l'homme et de la femme. Refuser cette différence naturelle, c'est refuser la différence sexuée. C'est déjà revenir sur l'oppression de la femme et de ses droits émancipés. C'est instaurer une nouvelle contrainte. Oui, car il sera interdit de faire la différence désormais entre un homme et une femme au risque d'être discriminatoire. Et l'enfant, puisque deux hommes ou deux femmes ne peuvent procréer, que va-t-on faire? Car pour procréer, il faut bien un homme et une femme. Donc, inéluctablement, il y aura recours à la procréation médicale assistée, car ce désir d'enfant est légitime. Mais ce n'est pas le droit qui refuse aux homosexuels d'avoir un enfant, c'est la nature. Alors, pour pallier ce problème de stérilité et d'incompatibilité, on aura recours à la PMA. Où est donc le progrès social? Où est la liberté nouvelle? Comment voulez-vous qu'un homme dont les ancêtres ont été vendus et chosifiés ne soit pas inquiété par cela? La gauche a le pouvoir dans cette Assemblée. Je suis un homme de gauche. C'est parce que je suis un homme de gauche que je préfère l'humain et l'humanisme à ce que sous-entend ce test. Alors, qu'un tiers des hommes et des femmes d'outre-mer est sous le seuil de pauvreté, que notre PIB est d'un quart inférieur à celui de l'Hexagone et que 60% des jeunes de moins de 25 ans sont toujours au chômage. N'y avait-il pas d'autre priorité? Que dirais-je à ce jeune Martiniquais qui, entré dans la délinquance, est sans travail, dont les parents sont aussi sans emploi et sans logement et qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pour seule alternative que de récidiver pour pouvoir être reconduit en prison pour avoir enfin un toit et à manger? Que lui dirais-je demain que je lui ai offert en tant que législateur une grande liberté, non pas du travail, non pas un logement, non pas un avenir décent, un espoir de vie, mais le mariage pour tous? À mon grand regret, mais avec ma conviction d'homme engagé et libre de gauche, je ne voterai pas ce projet qui est attentatoire aux libertés
et ne répond pas aux aspirations profondes du peuple, en particulier en Outre-mer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Azero. Sur la base de notre article 58, Monsieur le Président, je voudrais vous rendre attentif à la chose suivante pour le bon déroulement de nos votes en scrutin public. Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance, grâce aux enregistrements vidéo, comment se déroulent les votes. Ça fait à plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle telle qu'elle est là. Je demande à chacun des présents de n'appuyer que sur le bouton de son boîtier. À toutes les familles de France, parents et grands-parents, venez tous. Un enfant a le droit à un papa et une maman. François Danois, on n'en veut pas. Tous les Français sont mobilisés. Commerce d'enfants, on n'en veut pas. Paris, province, on chante une seule voix. Les familles sont là. On ne lâche rien, ici on se bouge, on n'a peur de rien. Hollande et Valois, nous on n'en veut pas. La France est debout, tu vas nous entendre. François, touche pas à nos mariages, il faut plutôt réduire le chômage. François, touche pas à la filiation. Écoute ton peuple en protestation. Les familles sont là, on ne lâche rien. Ici on se bouge, on n'a peur de rien. Hollande et Valois, nous on n'en veut pas. La France est debout, tu vas nous entendre. Papa, maman, pour tous les enfants, l'enfant n'est pas un objet marchand. Un père, une mère, c'est complémentaire. De père, de mère, fini les repères. Les familles sont là, on ne lâche rien. Ici on se bouge, on n'a peur de rien. Hollande et Valois, nous on n'en veut pas. La France est debout, tu vas nous entendre. Les familles sont là, on ne lâche rien. Ici on se bouge, on n'a peur de rien. Hollande et Valois, nous on n'en veut pas. La France est debout, tu vas nous entendre.
partir du moment où on accepte une nouvelle conception de la famille ou de ce qu'on appelle la parentalité sans aucun rapport avec la filiation biologique, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc aujourd'hui c'est l'adoption, donc le mariage ouvre directement à l'adoption, mais je veux dire que toutes les techniques envisageables pour créer, avoir un enfant, mais avoir au sens de posséder, de créer, de susciter un enfant, ou d'acquérir un enfant peut être acceptée. La question de la PMA sera proposée plus tard. Elle reste un objectif pour le gouvernement? Oui, le gouvernement a souhaité dissocier les deux textes parce que dans le premier cas, au fond, il s'agit d'égalité des droits et d'ouvrir la possibilité d'accéder au mariage ou à l'adoption à des couples de même sexe, comme le font des couples hétérosexuels. Dans le deuxième cas, avec la PMA, se posent un certain nombre de questions, à la fois, j'allais dire, d'éthique et puis y compris techniques. Par exemple, la question du remboursement par la sécurité sociale de la PMA, jusqu'où on va? Est-ce qu'on considère que ça ne vaut que pour la fertilité médicale ou ce qu'on appelle la fertilité sociale lorsqu'il s'agit d'un couple de femmes? Ce sont des questions qui méritent d'être discutées dans un texte à part et c'est pour cela que nous l'avons introduit dans le cadre d'un texte. Et ce sera adopté plus tard. Mais c'est un souhait du gouvernement, évidemment, d'adopter cette ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, donc aux couples de femmes. La question de la procréation médicalement assistée sera abordée dans le cadre de cette loi famille, que cette loi sera présentée avant la fin de l'année 2013 au Parlement, et donc que le la calendrier procédure, a reculé, hein. et que la procédure, si vous pouvez me laisser terminer, et que la procédure engagée par le comité consultatif d'éthique, y compris celle des États généraux, n'est pas incompatible avec ce calendrier. Pas de raison de dire non à des familles qui peuvent et qui seraient être de bons et légitimes parents comme nous tous. J'ai été, je dois le dire, très impressionnée par le modèle anglais. Comme vous savez, il y a des pays en Europe, je ne vais pas revenir là-dessus, qui acceptent, qui ont légiféré, d'autres qui ne légifèrent pas, mais qui acceptent sans le dire. Et enfin, parmi les pays qui ont légiféré, et je crois parmi les plus tôt, si je ne me trompe pas, il y a l'Angleterre. Et comme vous savez mieux que moi encore, il y a eu une délégation du Sénat qui avait été en Angleterre pour observer ces lois qui ont été quand même faites dans les années 80 et 90, donc quand même presque 30 ans, 25 et 30 ans. Et j'ai pensé que encadrer, je dis bien encadrer, comme le font les Anglais, la possibilité de porter un enfant pour d'autres me semble ouvrir la porte à quelque chose d'acceptable, je dirais même peut-être de souhaitable. En même temps, je crois que nous avons réussi à travers le débat à montrer que les deux choses sont très imbriquées et qu'il ne peut pas y avoir mariage-adoption sans PM. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas, pour les couples de lesbiennes, prévoir l'adoption intrafamiliale sans prévoir la naissance de l'enfant. Ce serait d'une totale hypocrisie. Alors pour faire un petit peu de droit et de prospective, je vous demande d'accueillir Patrice André. Il est juriste, il est même magistrat lui aussi, mais il est essayiste et il nous parle des théories dont il est question dans cette loi. Patrice André, qu'on accueille sur la scène devant l'Arc de Triomphe. Mes amis, nous ne sommes pas ici pour baguenauder et saluer le printemps, mais parce que nous ne voulons pas qu'on nous pose cette question lancinante: pourquoi dormez-vous? Nous sommes donc ici pour faire obstacle à une véritable subversion de notre société et au-delà, à une subversion de notre civilisation. Et nous venons avec nos pieds, mais aussi avec notre cœur, avec notre âme. Nous savons que nous vivons un moment historique parce que, comme nos aînés au siècle dernier, ceux qui ont tenté de s'opposer à la montée du nazisme, à la montée du marxisme-léninisme, nous avons aujourd'hui à dire non à un véritable danger qui met en cause l'avenir de nos enfants, l'avenir de toute notre société. Soyons clairs, l'histoire, c'est nous qui la faisons aujourd'hui et dans les semaines à venir. On nous dit que l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, c'est la mise en œuvre du principe d'égalité. C'est le contraire.
Le principe d'égalité en droit national, en droit européen, en droit international, c'est de donner la même chose à des personnes qui sont dans la même situation et de donner des choses différentes à des personnes qui sont dans une situation différente. Or, prenons le cas du mariage des personnes de même sexe et réfléchissons sur ce qu'est le mariage. Quel titre a l'État pour s'occuper du mariage? Pour en faire une institution? Certainement pas d'aller dans les chambres à coucher, d'ouvrir la porte des alcôves et de regarder ce qui s'y passe. Ça, ce sont les États totalitaires qui le font. Le seul titre que l'État a, c'est simplement que, sans la rencontre d'un homme et d'une femme, il n'y a pas de renouvellement des générations. Sans procréation, il ne peut pas y avoir de mariage. Et donc le principe d'égalité n'a rien à faire dans cette affaire, au contraire, parce que l'on donne à des personnes qui sont dans une situation radicalement différente au regard de la procréation, qui est inséparable du mariage, les mêmes droits. Ce n'est pas l'application du principe d'égalité, c'est un abus de droit. Alors pourquoi les promoteurs de la loi s'acharnent-ils à ce sophisme? Tout simplement parce que dans leur esprit, il s'agit de poser la première pierre de l'identité de genre, de l'identité des sexes. La première pierre d'un édifice contre nature qui vise à imposer l'idée qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que c'est un problème d'égalité. Derrière ce prétendu principe, c'est donc cette théorie qui est en marche. C'est elle qui se cache, c'est elle qui fonde la démarche. Alors quand on parle de la théorie du genre, beaucoup de gens disent « c'est trop fumeux ». Qui peut croire une seconde à l'identité complète entre une femme et un homme? Eh bien, regardez l'actualité juridique, mais de votre vie quotidienne. Le 18 décembre dernier, on a supprimé la possibilité pour les femmes de payer des cotisations d'assurance moins importantes que les hommes, alors qu'elles ont un taux d'accident moins élevé. Pourquoi? Parce qu'il fallait imposer une égalité absolue, en se fichant complètement de la nature. Deuxième exemple, dans les années 2000, les femmes pouvaient partir à la retraite avec une retraite proportionnelle, après 15 ans de travail, et elles pouvaient partir avec une jouissance immédiate. Cela a été remis en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. Au nom de l'égalité? Non, au nom de la théorie du genre. Parce qu'on a considéré qu'il était aussi difficile pour un homme de regarder sa femme porter des enfants que pour la femme de les porter. Et le 31 octobre 2012, et c'est pour ça que, en tant que juriste, nous avons des choses à vous dire, un programme complet a été adopté par le Premier ministre de la République française. Il est disponible sur Internet. Vous pouvez le consulter sur le site du ministère des droits de la femme, comme sur celui du porte-parole du gouvernement. Que dit ce programme? Que l'identité de genre doit être un axe désormais prioritaire de toute l'action du gouvernement. Écoutez bien, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Les inspecteurs du travail devront incorporer l'identité de genre à toutes leurs évaluations dans les entreprises. Ce principe devra être mis au cœur de la charte de la fonction publique. Les partenaires sociaux devront l'incorporer aux avenants désormais. La question sera à l'ordre du jour de la conférence sociale. Les infirmiers, les médecins devront être formés sur ce point. Les maisons de retraite devront l'incorporer, sans doute pour faire comprendre aux personnes de 75 ans qu'elles ont peut-être cru à tort qu'elles étaient des hommes, mais qu'en réalité c'était des femmes. Les institutions représentatives des familles devront incorporer des représentants des familles homoparentales et une proposition de loi a d'ores et déjà été déposée. Les transsexuels pourront changer d'état civil sans opération chirurgicale, simplement par une déclaration. Je vous cite le programme, je vous cite le texte de ce programme. Et enfin, dès l'école maternelle et l'école primaire, il faudra que des pédagogies soient mises en œuvre, et cela a été acté le 6 mars dernier, de façon à casser les stéréotypes et qu'on apprenne aux petits garçons dès l'école primaire et maternelle que ce sont peut-être des petites filles, et aux petites filles que ce sont peut-être des petits garçons.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel recevra des directives pour imposer que l'identité de genre soit à la télévision et à la radio. Et le ministère de la Culture devra valoriser l'histoire du mouvement LGBT par tous les moyens. Ouvrez Internet, regardez le Wiktionnaire qui dépend de Wikipédia. Vous verrez qu'on vous dit que l'identité de genre, c'est 3 éléments. Le sexe biologique, l'identité qu'on s'accorde et l'orientation sexuelle. Ça veut dire que si je suis un homme, je peux décider d'être une femme. Et si je vais avec une femme parce que j'ai l'orientation sexuelle vers les femmes, je deviens lesbienne. Et si je veux un homme qui a décidé d'être une femme, je suis hétérosexuel. On rit quand on entend ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée est de subvertir complètement toute possibilité de différenciation entre les sexes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est, avec quelques citations malgré tout très rapides, en quoi cela consiste. Je vais vous lire simplement les théoriciens du genre. Nous devons assurer l'élimination des classes sexuelles. Le but définitif de la révolution féministe doit être, à la différence du premier mouvement féministe, non seulement d'en finir avec le privilège masculin, mais encore avec la distinction même des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus avoir d'importance. Et on ajoute, le rapporteur de l'ONU à la conférence de Pékin, il n'y a plus 2 sexes, il y en a 5. Les femmes homosexuelles, les femmes hétérosexuelles, les hommes homosexuels, les hommes hétérosexuels et les bisexuels. À l'ONU, c'est ce qu'on nous dit désormais. Une autre militante indique notre but, c'est d'en finir avec la division sexuelle du travail dans lequel la femme est mère. Ils nous disent, les femmes n'ont plus le droit d'être mères. Il faut que tous les hommes, quel que soit leur sexe actuel, puissent le devenir. Et donc, la filiation, c'est désormais subjectif. Je décide d'être père, on ne peut pas me l'imposer. Au Sénat, le 12 septembre 2012, Madame Mécari, dans un débat public, a déclaré « L'union naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation de l'amour. Vous vous rendez compte ?» Je termine simplement pour vous dire la chose suivante. C'est que cette société que l'on nous présente, à terme, on dira aux femmes qui veulent avoir un enfant naturellement, mais c'est un caprice de votre part. C'est une atteinte aux droits de l'homme, à la dignité de la femme. Vous devez désormais procréer par des GPA, par des PMA. Eh bien, nous nous disons non, on ne peut pas nous imposer cela. Je termine simplement en vous disant la chose suivante. Ce débat divise la France entière. Ce débat divise les familles. Alors nous accusons une minorité LGBT, infime, de manipuler les leviers de pouvoir dont elle s'est emparée. Nous accusons cette minorité de manipuler des hommes politiques trop crédules. Nous en accusons de profiter de subsides des banques internationales. Et nous les accusons de trahison de l'humanité, purement et simplement. Et aujourd'hui, ce sera mon dernier mot, nous sommes devant le tribunal de la nature, de la raison. Nous les convoquons de ce tribunal qui est aussi celui de la bonté, de l'amour, parce qu'enfin, c'est de l'union de l'homme et d'une femme que naît tout. Et cela, on ne nous l'enlèvera pas. Merci Patrice André. Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que ce n'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant quand je fais des entretiens, ils disent « mais alors vous voulez inventer une nouvelle religion ?» Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit « voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution. Bon. Et puis une deuxième République, 1848.
celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que, le pays... Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, les attaques très violentes de Buisson contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées disons dans le milieu républicain socialiste. Un président qui d'abord respecte les Français, il doit aussi être proche du peuple, être capable de le comprendre. Les opposants au mariage, pour tous, sont nombreux, c'est incontestable, mais ils sont une minorité. C'est si formidable de vous voir aujourd'hui si nombreux.
que j'ai voulu croire au président de la concertation. J'ai cru au débat. C'est une nouvelle solidarité que nous sommes en train d'inventer ensemble. C'est un élan historique. Aujourd'hui, la manif pour tous dépasse tous ces clivages. La manif pour tous dépasse les origines culturelles, dépasse les orientations sexuelles, parce que la manif pour tous, c'est vous. À toutes les familles de France, parents et grands-parents, venez tous. Un enfant a le droit à un papa et une maman. François, ta loi, on n'en veut pas. Tous les Français sont mobilisés. Commerce d'enfants, on n'en veut pas. Paris, province, on chante une seule fois. Les familles sont là. On ne lâche rien, ici on se bouge, on n'a peur de rien. Hollande et sa loi, nous on n'en veut pas. La France est debout, tu vas nous entendre. François.